Alors, ces utopies, ces dystopies, ces auteurs que tu mentionnes, qui sont tous des auteurs d'exception, nous influencent celles et ceux qui les lisent, et notamment les géants du numérique, de Musk aux dirigeants de Google, avec notamment Android, Nexus. Enfin là, c'est carrément un langage qui est emprunté à Philippe K. Dick, quoi. Donc, tous ces géants du numérique qui nous disent qu'on va vivre demain sur Mars, alors pour l'instant, on ne sait pas encore y aller. Ils s'emparent d'un imaginaire en même temps qu'ils nous vendent des produits. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, finalement, les publicitaires convoquent nos imaginaires pour nous vendre des produits. C'est un petit peu ce que font les géants du numérique qui convoquent ces imaginaires, finalement, pour vendre des produits. Il y a un expert en intelligence artificielle qui, récemment, les évoquait même comme des pompiers pyromanes. Oui, tout à fait. Non, mais l'exemple on va dire, de ces géants de la Silicon Valley, en fait, est tout à fait parlant. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que, y compris dans ce qui aujourd'hui peut nous énerver au plus haut point, et ce sentiment d'être un peu prisonnier d'une sorte de dispositif numérique intégral, y compris là, en fait, il y a des parts d'utopie. Bon, je vais donner 2-3 exemples, et ces parts d'utopie, d'ailleurs, c'est celles qui souvent justifient, chez ces gens-là, en fait, d'utiliser des imaginaires. Et parfois de manière tout à fait sincère. L'exemple le plus fort, c'est le smartphone Android. Vous avez votre smartphone Android, donc c'est un système d'exploitation. Vous n'êtes jamais posé pourquoi il s'appelle Android. On n'a pas dit pourquoi c'est Android. Ça s'appelle Android. C'était une start-up qui a été rachetée par Google. Elle était dirigée par Andy Rubin, en fait. Bon. Et le 8 janvier 2016, Andy Rubin, donc, qui n'est plus chez Google et qui a quitté Google, souhaite bon anniversaire à Roy Batty. Roy Batty, c'est qui? Roy Batty, c'est Rutger Hauer. C'est le répliquant le plus important du film Blade Runner de Ridley Scott en 1982, inspiré d'un roman de Philippe K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, roman qui est sorti quant à lui en 1968 ou 69. On est à la fin des années 60. Et donc le film en 1982. Et donc il a pris une image du film Blade Runner, dans laquelle on voit la fiche signalétique donc, de Roy Batty, ce répliquant, c'est Android. Et on voit qu'effectivement, il a été activé le 8 janvier 2016. Et il lui souhaite, sur Twitter, un bon anniversaire. Il faut quand même être fondu. Non, mais vous souhaitez bon anniversaire à un personnage de fiction. Ah oui. Là, oui, en plus, c'est pas l'acteur, c'est au personnage. Voilà, il souhaite bon anniversaire. C'est à celui qui s'éteint à la fin du film sous la pluie. Exactement, sous la pluie, avec ses paroles sur Orion, etc. Phrase très poétique qui reprend je crois que c'était William Blake, de mémoire. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne se rend pas compte comment les fictions et les imaginaires nous changent et nous transforment. Il faut vraiment être très attentif pour voir ces signes-là. En fait, qui aurait imaginé? Et puis après, on se dit, mais c'est fou. Parce que lorsque Google a voulu, alors qu'Andy Rubin était là, montrer à l'ensemble des fabricants de smartphones qu'on pouvait faire des choses extraordinaires et qu'ils étaient vraiment minables, ils ont créé leur propre gamme de smartphones et de tablettes qui s'appelait Nexus. Et les Nexus 6, c'est les Android de Blade Runner. Les réplicants s'appellent les Nexus 6. Et ils les appellent Nexus. Comme si ça signifiait, peut-être que là, il y a la prémisse d'être d'Android du futur, dans un smartphone, on ne le sait pas, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'ils utilisent, en fait, ces imaginaires, avec peut-être aussi leur part de rébellion, parce que ces technologies ont pu être aussi émancipatrices, d'une certaine manière, en Afrique ou ailleurs, mais ce sont aussi des prisons. Ce sont les deux. Voilà, ce sont les deux. Voilà. Les technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles changent la réalité, quelle qu'elle soit. Elles ne sont pas neutres, elles ne sont jamais neutres. Voilà. Elles changent le monde, mais effectivement, elles ont un potentiel de destruction très fort, tout comme elles ont un potentiel de construction, d'autres manières de faire, d'autres manières de construire. Et donc voilà. Et on pourrait multiplier les exemples. C'est-à-dire lorsque Elon Musk essaie de créer sa société Neuralink, il appelle son système de connexion directe entre notre cerveau et les intelligences artificielles. Alors, au début, il voulait que tout le monde puisse le prendre. Maintenant, il le réserve pour des gens qui ont plutôt des handicaps psychiques. Il verra plus tard en ce qui concerne le côté démiurgique qui était le sien lorsqu'il crée Neuralink, pour que demain on puisse ne pas être dépassé par nos machines et être en connexion directe avec nos IA. Eh bien, il appelle le système, il l'appelle le Neural Lace.
un lacet neural. Ouais. Et le lacet neural, c'est un élément, une trouvaille, une sorte de surtechnologie d'un roman de Ian M. Banks, qui est un auteur écossais, qui a écrit un cycle qui s'appelle le cycle de la culture, qui est une sorte d'utopie galactique du très lointain futur ou d'un monde parallèle au nôtre, on ne sait jamais. Mais ça se situe vraiment très très loin de nous, en quelque sorte. Et ce qui est assez fou, c'est que ce neural lace, qui nous permet le contact direct avec les intelligences artificielles, par exemple les vaisseaux spatiaux qui sont de vraies intelligences artificielles, de vrais IA, hein, dans la culture, et qui d'ailleurs ont un statut de citoyen comme les extraterrestres, comme n'importe quel type d'humain, les IA, eh bien, il y a un dialogue entre un humain et l'une de ces IA qui explique que c'est aussi un outil de manipulation extraordinaire, hein, et que ça a été aussi parfois assez terrifiant, que c'est un outil d'émancipation, mais aussi de destruction. Donc au fond, finalement, ce qu'oublie Elon Musk lorsqu'il crée Neuralink, c'est plusieurs choses. Il oublie au fond que cette technologie qu'il invente peut autant servir à la destruction de l'humanité qu'à la construction d'une autre façon de vivre son humanité. Ce que le vaisseau spatial de Ian M. Banks décrit très bien. Ça, il ne le dit pas. Et puis aussi, l'autre point, c'est ce que moi j'appelle, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le goût du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend bien compte que pour arriver à une société de ce type-là, telle que décrite par Ian M. Banks, si jamais on peut y arriver, si jamais on n'est pas détruit avant, si jamais il n'y a pas eu je ne sais quelle catastrophe d'ici là, qui nous a peut-être replongé à je ne sais quel âge de l'humanité, ça mettra du temps. On dit que ça s'accélère, mais les vraies transformations mettent un temps fou. Ce sera peut-être nos arrière-petits-enfants. Les IA censés être autonomes, on n'y est pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'y sera pas un jour. Ça veut juste dire qu'en plus, replonger dans ce type de source du monde technologique, ça nous redonne ce goût du temps. Et ça nous permet donc de mettre à distance. Ça veut dire que revenir à ces sources, c'est un travail critique au sens noble du terme, donc c'est un travail salutaire. Alors justement, pour faire un parallèle, ce que tu fais quotidiennement entre ces imaginaires en général d'auteurs de science-fiction et la réalité des grandes entreprises, des géants du numérique qui sont biberonnés à la science-fiction, hein. Pour revenir à HAL de 2001, c'est toi qui le dis hein, dans ton ouvrage. Finalement, la conscience naît un peu du bug, ce qui n'est pas très loin d'ailleurs avec iRobot aussi d'Asimov. Et en même temps, cette relation de l'IA à la conscience, tu nous dis l'autonomie, on n'y est pas. J'ai envie d'ajouter la conscience, on n'y sera peut-être jamais. En revanche, tu nous dis finalement, l'IA comme on l'imaginait ou comme l'imaginaient déjà les chercheurs des années 50 et les scientifiques et les auteurs, on n'y est peut-être pas, mais elle est ailleurs. Et je pense là à un film que tu cites aussi de Spike Jonze, Her. En fait, cette IA, cette omniprésence, presque aller nous faire imaginer cette conscience, elle est dans notre poche et notre téléphone portable. En fait, ce qu'on nous a prédit n'est pas arrivé, mais autre chose est arrivé à la place. C'est-à-dire, justement, ce rapport aux imaginaires, il a cette vertu, à mon sens, en tout cas, dès lors qu'on le prend à la fois avec humour, mais au sérieux. Je pense que là-dessus, il y a eu un grand déficit universitaire, en fait, hein, sur la capacité, ça change, mais à prendre la fiction, au fond, finalement, comme un corpus de réflexion, et pas simplement comme un corpus de divertissement. Donc, sur l'IA, les intelligences artificielles, il y a un imaginaire de l'IA très puissant, qui a toujours été très puissant, et effectivement, c'est celui de ce qu'on a appelé l'IA forte, hein, c'est-à-dire une IA qui serait proche de l'autonomie, voire de la conscience, ou en tout cas qui se rapprocherait d'une intelligence, sachant que il y a un peu un faux sens dans le terme IA, parce que c'est un terme anglais au départ, et que l'intelligence, selon telle qu'on le comprend hein, chez les anglo-saxons, c'est d'abord une intelligence logico-déductive et pas forcément une intelligence sensible. Il y a des multiples formes d'intelligence qui ne sont pas forcément celles de l'IA. Donc il y a une limite derrière là qui est importante à rappeler de manière assez systématique, et que d'ailleurs m'avait rappelé Matthias Echnet de la Volt, en fait, lorsqu'on avait les discussions là-dessus. Donc, lorsqu'on parle de ces intelligences artificielles, il faut bien toujours mettre à distance, de se dire de quoi on parle. Qu'est-ce que ça signifie dans notre réel d'aujourd'hui? Et ça signifie évidemment quelque chose de plus proche de Her de Spike Jonze que de Ex Machina ou même de 2001 l'Odyssée de l'espace, même si 2001 avait cette vertu quand même de mettre en scène ce bug et donc d'avoir un rapport au réel qui était beaucoup plus proche que celle d'autres types
d'IA comme celle de Prometheus ou celle d'autres types, ou même de Terminator, en fait. Hein. Donc celle de 2001 et plus encore celle de Heur sont des intelligences artificielles. Alors, les deux sont très différentes, mais celle de Heur, elle est passionnante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a partout des intelligences artificielles. Il y a des algorithmes. Je suis sur Netflix, que j'essaye de trouver une série, il y a des algorithmes qui ont analysé ce que j'ai vu et ce que des gens proches de moi, d'après leurs algorithmes, ont vu, et qui vont me proposer des séries proches de mes goûts. C'est de l'IA. Lorsque je suis sur un moteur de recherche comme Google et que je suis dans une recherche par l'image, c'est de l'IA. Voilà. Donc l'IA, elle est partout, l'air de rien, on dirait, et elle nous change, pour paraphraser la phrase d'un célèbre coureur cycliste, Richard Virenque, à l'insu de notre plein gré. Voilà. Et donc, à l'insu de notre plein gré, les IA nous transforment, elles sont partout. C'est ce que montre très bien un chercheur comme Antonio Acasili lorsqu'il parle du travail de tous ces esclaves humains qui travaillent pour alimenter, pour élever en quelque sorte. On a fait un tournage avec Antonio aussi. Voilà, donc il le rappelle très bien. Donc il y a quelque part dans l'usage des imaginaires, dans l'usage des fictions, une part de bluff potentiellement, en fait, notamment chez les grands de la Silicon Valley. Mais il y a aussi une part de réalité, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette volonté, ce désir pour nous d'échapper à l'extinction et d'avoir une pensée sans corps, quelque chose qui pourrait nous survivre. Donc il y a toujours ces deux dimensions qui sont là en permanence, et il y a effectivement cette dimension proche du réel. Un certain nombre de films, d'œuvres la mettent en scène, et c'est effectivement pourquoi elles sont sans doute plus justes que d'autres types de visions, et c'est aussi pourquoi le bug de HAL dans 2000 ans d'Odyssée de l'espace est très signifiant, puisqu'il nous dit quelque chose, il nous dit que si quelque part il peut y avoir à terme une autonomie ou je ne sais quoi, il ne nous dit pas simplement que les machines peuvent bugger, ça on le sait, bon, il nous le montre, et il nous montre à quel point ça peut être grave, puisque les cosmonautes de 2001 vont, sauf un, et les chercheurs vont être assassinés par la machine au nom du bien. Bon, non, ce qu'il nous montre aussi, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence sans une autonomie et donc sans quelque chose qui peut nous surprendre en bien ou en mal. Voilà. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire que si jamais un jour il y a des êtres artificiels, on n'aura pas la maîtrise sur ces êtres. On l'acceptera, on le refusera, mais on n'a pas plus la maîtrise chez ces êtres, d'ailleurs, que chez un autre être humain, ou chez un chat, ou chez une plante, qui ont leur propre être. On peut s'en rapprocher, hein, on peut, notamment grâce à la fiction, essayer de se mettre le plus ou moins en empathie, mais dans tous les cas, on ne sera pas elle, on ne sera pas cette machine, et il faut accepter l'idée qu'on puisse demain être surpris, ou en tout cas peut-être pas nous, mais nos lointains héritiers pourront être surpris de tout ça.